Bonjour, aujourd'hui je vais vous entretenir rapidement sur deux notions très importantes en monétique. Il s'agit de l'interopérabilité et l'interbancarité. Bon, ces deux notions souvent qui sont mélangées, qu'on emploie sans en fait faire la part des choses. Donc dans cette brève présentation, je vais vous décliner en fait la différence qu'on peut avoir entre ces deux notions. D'accord? Parlons de l'interopérabilité monétique. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit en fait d'harmoniser les infrastructures technologiques. Quand on parle d'interopérabilité, on parle, on pense tout de suite à l'harmonisation, la mise en commun des infrastructures technologiques en fait d'un système donné. Infrastructures matérielles, que ce soit également infrastructures logicielles et même les infrastructures en termes de communication pour parler en fait des protocoles, d'accord. Et il s'agit également de l'harmonisation en plus des infrastructures technologiques. Bon, une extension également de cette harmonisation là, c'est l'harmonisation également des canaux d'accès aux différents services financiers, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui nous permet de mettre ça en œuvre? C'est les systèmes de paiement nationaux et internationaux qu'on appelle généralement les schemes. D'accord, c'est les réseaux que nous connaissons. Jimio, par exemple, c'est un système de paiement. D'accord. On a JMAC. On a les réseaux internationaux comme Visa et Mastercard, Union Pay, qui facilitent en fait la mise en œuvre de cette interopérabilité là dans un système monétique. D'accord. Maintenant, et l'interbancarité monétique. On vient de voir l'interopérabilité. Vous avez vu en fait de quoi il s'agit. Maintenant, quand on parle d'interbancarité, il s'agit de quoi effectivement? Il s'agit en fait d'une activité monétique interbancaire, soit en émission ou en acquisition dans un système, dans un réseau bancaire, dans un système de paiement. D'accord. Et quand on parle d'activité monétique de façon spécifique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est faire bénéficier les services des accepteurs interbancaires d'un adhérent du système de paiement sans en être nécessairement en fait un client. C'est-à-dire, c'est bénéficier par exemple d'un service d'une banque sans être obligatoirement un client de cette banque-là. De façon factuelle, c'est comme si, par exemple, un client de la CBAO, au lieu d'utiliser, par exemple, les terminaux de la CBAO, ou bien les DAB, GAB de la CBAO, ou bien les TPE de la CBAO, il part, par exemple, au niveau d'une autre banque, la BNDE, par exemple, il va faire, par exemple, une transaction, une opération sur, en fait, un TPE de la BNDE ou bien sûr au niveau d'un guichet automatique de la BNDE. Donc, en ce moment, en fait, il bénéficie d'un service interbancaire. D'accord? Et ce qui permet, comme je le disais, la possibilité, en fait, de cette transaction interbancaire, c'est effectivement la normalisation des systèmes et des produits monétiques. Et c'est également, en fait, l'assurance de l'interopérabilité des systèmes qui est en fait rendu possible à travers en fait les systèmes de paiement. Maintenant, si on doit parler des composantes de l'interbancarité, par exemple, l'interbancarité est associée à quelques éléments que nous pouvons décliner comme suite. Nous avons en fait les opérations bancaires. Quand on parle d'interbancarité, c'est plus en fait les opérations bancaires, c'est-à-dire les retraits, les paiements, les opérations sur au niveau des accepteurs en fait, des adhérents du système de paiement. D'accord. Et quand il y a opération, il faut s'attendre à des commissions et des frais interbancaires. Quand on parle de commissions, par exemple,
on peut faire allusion aux commissions qui sont négociées entre un acquéreur, par exemple, et un commerçant, d'accord, lors du déploiement des TPE, par exemple. Les frais interbancaires, il y a plusieurs frais interbancaires qui sont mis en œuvre. On a les frais de routage, on a les frais de routage qui sont payés par l'acquéreur. On a les frais de compensation qui sont payés par l'émetteur. On a les frais d'interchange dans le cas d'une transaction de paiement sur TPE qui sont payés par l'acquéreur à l'émetteur. C'est pour en fait aider en fait l'émetteur dans la gestion, dans l'émission en fait de cartes et la gestion en fait de tout ce qui tourne autour de l'émission de la carte. C'est pour en fait aider en fait l'émetteur à supporter toutes ces charges là. D'accord? Il y a quand c'est en fait une transaction sur des automates, en ce moment les frais d'interchange sont payés cette fois-ci par l'émetteur à l'acquéreur. C'est-à-dire c'est l'émetteur maintenant qui verse à l'acquéreur afin que l'acquéreur puisse assurer la maintenance, une maintenance adéquate de ces terminaux. D'accord? Il y a également les frais de compensation qui sont payés par l'émetteur au réseau. D'accord? Donc, il y a pas mal de frais comme ça interbancaires qui rentrent en ligne de compte. D'accord? Il y a également les règles liées à la compensation, voilà, comme je le disais, et au règlement. Par exemple, ici, en termes de règles, on peut dire par exemple pour la compensation des paiements dans le système de paiement, ça sera par exemple J+1. C'est-à-dire lorsqu'on fait un paiement aujourd'hui, la compensation se fait le lendemain, par exemple. Et le règlement, on va dire, ça peut se faire au maximum J+3, J+4. Donc, ce sont ces différentes règles-là régissent en fait l'activité interbancaire, sont en fait des composants de l'interbancarité qui permettent le fonctionnement de cette interbancarité-là, d'accord? Maintenant, quand on parle d'interopérabilité, les composantes qui rentrent en ligne de compte à ce niveau, c'est en fait les normes et les exigences. C'est plus ça, les normes et les exigences à respecter. Par exemple, si on prend par exemple le réseau JIM-UEMOA, on a la décision 31 par exemple, c'est une décision de la BCEAO qui en fait exige que toute transaction dans la zone UEMOA soit en fait compensée en CFA. D'accord? Et toute transaction dans la zone UEMOA. Donc, même si une carte Union Pay, une carte Visa ou Mastercard fait une opération au Sénégal ou bien dans un des pays de l'UEMOA, la transaction doit être compensée en CFA, d'accord, par le JIM-UEMOA. Ce qui n'était pas le cas avant pour les transactions Visa avec les cartes Visa ou Mastercard par exemple. La transaction était compensée dans la devise en fait du réseau en fait international. Ouais, donc c'est un peu ça, les normes et exigences par exemple qui doivent être respectées. Il y a les spécifications aussi matérielles et les spécifications logicielles également qui doivent être respectées, qui doivent être harmonisées. Et généralement, comme on l'a dit, c'est le système de paiement qui veille à cela. Dans le cadre en fait du réseau JIM-UEMOA, il y a des homologations qui sont faites lorsque par exemple un nouveau fournisseur en fait veut intégrer les réseaux. Donc le matériel du fournisseur, si c'est un POS par exemple, le POS est homologué, d'accord, donc il y a différents tests en fait qui sont faits, les tests matériels, les tests logiciels, afin en fait que ces dernières-là en fait soient alignées aux différentes spécifications qui sont en vigueur dans les réseaux. Voilà, donc cette brève présentation, j'espère qu'elle vous aura permis de voir clairement, de faire la différence entre ces deux notions importantes, en l'occurrence l'interbancarité et l'interopérabilité.
donc dans le domaine de la monétique. Donc pour qu'il y ait interbancarité, c'est ce qu'il faut noter. Il faudrait d'abord que l'interopérabilité soit déjà déployée afin qu'on puisse avoir l'interbancarité. C'est ce qu'il faut noter. Merci pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Merci beaucoup. Bye.